Vous avez la parole, messieurs. Eh bien, merci, Gian Piero, de nous avoir présenté. Ce projet, nous l'avons présenté à un congrès sur les tunnels l'année dernière déjà. Et cela nous fait très plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce cas intéressant. C'est une présentation en deux parties. Comme on vous l'a dit, je vais commencer par vous présenter le tunnel en question et l'événement qui s'y est produit. Ce tunnel, Meli de Grancia, se situe entre Lugano et Mendrisio sur la N2 tous les jours. Il y a beaucoup de trafic. En 2017, on avait en moyenne 80 000 véhicules par jour, les jours ouvrables, avec un maximum de 100 000 véhicules par jour. Le matin, vers le nord, on avait, pendant l'heure de pointe, 3 900 véhicules par heure. Vers le sud, le soir, 4 200 véhicules par heure. Vous l'aurez compris, c'est une autoroute qui souffre d'une surcharge régulièrement. Ce tunnel, Meli de Grancia, était le premier tunnel autoroutier au Tessin qui a été construite près de la montagne du San Salvatore. Et c'est un tunnel à deux galeries pour chaque direction. Et il y a deux voies de circulation sans bande d'arrêt d'urgence. Le tunnel est en fonction, en exploitation depuis 1968. Du point de vue géologique, on a surtout des roches volcaniques, ainsi que du gneiss et de la dolomie autour du portail nord. Avec 370 mètres de hauteur maximale au-dessus du tunnel. Le revêtement intérieur du tunnel se présente sous la forme d'un anneau de béton de 30 à 80 cm d'épaisseur qui est fonctionnel du point de vue géologique. Et puis on a ajouté une couche d'étanchéité et un anneau intérieur de part et d'autre, donc aux deux bouts du tunnel pour faire porter la couche d'étanchéité. Des parois intérieures latérales permettaient à l'origine de dévier vers le drainage principal l'eau qui pourrait accéder dans le tunnel. Depuis que ce tunnel est en exploitation, il y a souvent des infiltrations d'eau. Dans le passé, différentes mesures ont été prises pour contrôler ces infiltrations, par exemple avec la pose de tôles d'acier, avec des revêtements entre les deux parois, ou d'autres mesures. Pour respecter les normes de sécurité actuelles, des travaux d'assainissement se sont déroulés d'abord en 2008-2009. L'on a créé une nouvelle galerie technique avec des raccords entre les deux galeries. On a déplacé les conduites dans la nouvelle galerie, une nouvelle galerie technique entre les deux. Donc, ensuite, en 2010 à 2015, on a utilisé de l'hydrogel pour étanchéfier et pour réduire les infiltrations d'eau. La paroi intermédiaire a été arrachée et on a installé des mesures supplémentaires de signalisation, entre autres. Le 8 juin 2017, à 200 mètres environ du portail nord, dans la galerie nord-sud, un élément s'est détaché de la paroi intérieure et a chuté sur la chaussée. Voici une petite vidéo de cet événement. C'est une caméra de surveillance qui l'a enregistré. Wir befinden uns in dem Tunnel Richtung Süd und Nous sommes ici tournés vers le sud. On voit qu'il y a des véhicules qui arrivent. glücklicherweise gab es keine Par chance, il n'y a pas eu de blessés. Les dégâts sont purement matériels. Le tunnel a immédiatement été clos au trafic et le trafic a été déplacé vers l'autre galerie avec évidemment des répercussions importantes sur le réseau routier régional.
Cette zone d'effondrement mesurait 2,5 fois 6 mètres environ. C'était environ 2,5 mètres cubes de béton. Sur le sol, l'on a vu de l'hydrogel, la structure portante externe étant restée intacte. À 9h30 ce jour-là, le tunnel a été sécurisé immédiatement et à 16h30, le trafic a pu reprendre normalement. Après cet événement, entre 2017 et 2019, plusieurs mesures immédiates ont été prises. D'abord, rétablissement du bloc endommagé, et puis des analyses pour comprendre l'état de ce tunnel par des inspections visuelles, un laser scan, géoradar, et puis surveillance au moyen de piézomètres et de câbles de fibres de verre pour les mouvements des joints. Et puis, il y a aussi eu des mesures de renforcement de décharges locales. Pourtant, l'on s'est rendu compte que le revêtement restait friable, qu'il y avait des pressions hydrostatiques et des infiltrations d'eau et d'hydrogel jusque sur la chaussée. Je vous remercie pour votre attention. J'ai le plaisir maintenant de céder la parole à Francesco Amberg pour la deuxième partie de cette présentation. Guten Nachmittag auch von meiner Seite. C'est à mon tour de vous saluer. Vous voyez ici, schématiquement, la situation, là où s'est produit cet effondrement. Donc vous avez une fissure supérieure, une fissure qui est inclinée. C'est typique de ce qu'on connaît d'une surcharge de pression avec des poussées qui s'ajoutent. Et cette fissure du haut, géométriquement, était en corrélation exacte avec ce renfoncement que vous voyez, sur lequel s'appuie le plafond intermédiaire. Ensuite, vous avez la rupture du bas, la fissure du bas, qui était une conséquence du fait que la paroi avait basculé. Vous voyez ici qu'il y a deux anneaux, un anneau de protection interne, un anneau de portance externe, et puis qu'entre les deux, on trouve une étanchéité. Aujourd'hui, on aurait prévu évidemment une couche de drainage aussi, et cet espace intermédiaire avait effectivement une fonction de drainage du fait de l'injection d'hydrogel. L'on avait comblé cet espace intermédiaire et la fonction de drainage n'était donc plus vraiment assurée. Et puis l'hydrogel est instable. Cet hydrogel ne reste pas où il a tendance à se dilater toujours plus et à remplir tout l'espace qu'il peut trouver. Vous voyez ici, sur cette photo, cette fuite qui passe par un trou de forage. Donc c'était simplement un trou qu'on avait pratiqué dans la voûte de protection interne. Et puis donc vous avez aussi cet espace qui permettait de caler le plafond intermédiaire ou la paroi intermédiaire, qui a certainement joué un rôle aussi en l'occurrence. On peut exclure en tout cas toute influence de la charge de la montagne, puisque la couche portante de 80 cm d'épaisseur est restée intacte. Ce qu'on a pu constater, c'est que l'espace intermédiaire avait été bouché par l'hydrogel, que la fonction de drainage n'était donc plus assurée entre les deux parois. Et puis, encore une fois, l'hydrogel est instable. Au fil du temps, donc, le système de drainage était de plus en plus bouché et les pressions d'eau potentielles peuvent donc être reportées dans d'autres zones du tunnel. Alors, parmi les mesures immédiates, et vous l'avez déjà entendu, les 2-3 premiers mois après cet accident, le bloc numéro 28, endommagé, a été rétabli, bétonné, et puis des inspections visuelles avaient lieu régulièrement pendant la nuit
ainsi que d'autres examens. On a ainsi découvert un autre bloc qui présentait des fissures défavorables. Ce bloc a également été démoli et reconstruit. Et puis, des trous d'équilibrage de 32 mm ont été réalisés tous les 3,5 mètres sur toute la surface avec une double paroi à partir du portail nord, donc sur 350 mètres de longueur du tunnel. Et puis, sur toute cette longueur où on a une double paroi, on a aussi rempli cette entaille pour améliorer la statique. On a donc utilisé de l'eau sous pression pour travailler la surface. Et puis ensuite, mise en place un mortier très résistant. En théorie, cette mesure à elle seule devait augmenter la charge maximale sur cette voûte interne de 250 à environ 1100 kPa. Ces valeurs, évidemment, restent théoriques parce qu'il y a parfois des sous-profils, parfois des graviers dans le béton, etc. Ensuite, entre 2018 et 2019, l'on a constaté que ces trous de drainage n'étaient pas efficaces parce que l'hydrogel avait tendance à les combler. Donc on a fait de plus en plus de ces percements. On a procédé à des mesures de piézométrie pour surveiller la pression de l'eau. Et à certains points, il a fallu sans cesse de nouvelles mesures de renforcement. Au final, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer comme cela et l'on a décidé de déployer des mesures plus radicales avec une durée d'utilisation pronostiquée de 20 ans. Puisqu'il y a aussi un projet de renforcement de l'axe Lugano-Chiasso, et le but de ces mesures de transition était double. D'abord, renforcer structurellement le revêtement du tunnel et d'autre part, drainer l'eau à l'extérieur du tunnel pour réduire la pression. Mais le drainage, évidemment, présentait le risque que de l'eau ou de l'hydrogel arrive sur la chaussée. Il fallait donc sécuriser tout cela. Ce tunnel n'a jamais dû être fermé. Tous les travaux dont je vous ai parlé ont été réalisés de nuit. Tout cela pour des mesures qui devraient durer 20 ans. Pour un tunnel qui devait continuer d'être fonctionnel, il a évidemment fallu une coordination très étroite entre les différents acteurs. Le concept choisi est le suivant. On utilise des éléments pré-dalles, donc ce sont des éléments annulaires préfabriqués en béton armé. 2 pièces donc qui sont placées latéralement, qui ensuite se rencontrent dans le haut. Entre la prédalle et le revêtement préexistant du tunnel, on a d'abord une étape de comblement. Et tout cela pour ne pas empêcher la circulation. Les accotements ont aussi dû être refaits pour pouvoir poser ces prédales. Des accotements qui, en partie, devaient être ancrés latéralement aussi. Et puis, la pose d'une membrane d'étanchement. Suite à quoi, on installe les éléments prédales et puis on comble l'espace derrière ces éléments
en 5 étapes au moyen de béton. Parmi les autres mesures, une réduction, comme je l'ai dit, de la pression de l'eau dans la montagne autour du tunnel, le problème étant qu'autour du tunnel, il y avait la présence d'hydrogel qui rebouchait sans cesse les drainages. On a donc procédé à des percements de drainage de grande longueur avec des tuyaux sur les premiers mètres pour éviter que l'hydrogel puisse y entrer. Vous voyez ici les deux galeries vues de haut avec en rouge fin tous ces percements de drainage qui font 15 mètres de long vus d'en haut. Et c'est tous les 24 mètres de longueur sur le tunnel. Et puis vous avez ici une coupe transversale et puis une image du système d'étanchéité. C'est une sorte de packer qu'on utilise pour empêcher que l'hydrogel accède dans ces percements. Ensuite, ce renforcement de la paroi du tunnel, donc on y a procédé sur à peu près la moitié de la longueur du tunnel, pas partout parce que à certains tronçons la sécurité était nécessaire, était suffisante parce que le revêtement était déjà plus épais. Et pour les tronçons restants, il s'est avéré nécessaire par endroit d'ajouter des filets dans le haut de la voûte pour rattraper d'éventuelles chutes de pierre. Rappelons que ce tunnel est très ancien. Cette dernière mesure a été mise en place entre 2021 et 2023. Le chantier est donc encore en cours dans la galerie nord-sud. Quant au coût, il se monte à 55 millions de francs pour la construction et 8 millions de francs pour les équipements d'exploitation et de sécurité. Conclusion. Quelques années après un assainissement généralisé de ce tunnel, de nouvelles mesures d'assainissement s'avèrent nécessaires. Les injections d'étanchéité auxquelles on a procédé pendant l'assainissement général ont porté atteinte au drainage préexistant, si bien qu'une augmentation de la pression de l'eau a provoqué un effondrement d'une partie du revêtement du tunnel. C'est pour garantir la sécurité du tunnel pour 20 ans encore que les mesures que j'ai expliquées se sont avérées nécessaires, avec donc un renforcement du revêtement intérieur du tunnel et avec des mesures de drainage de la roche environnante, tout cela sans interdire la circulation dans le tunnel. Je vous remercie de votre attention. Herzlichen Dank Ihnen beiden für die Ausführungen. Eh bien, merci pour ces explications. Nous avons reçu un bon nombre de questions, dont plusieurs qui tournent autour de l'hydrogel. Pourquoi est-ce qu'on a injecté cet hydrogel? Qu'est-ce qu'on s'en espérait? Quelle était la géométrie? Et s'était-on dit qu'on risquait d'obturer les trous nécessaires au drainage? Da wurde tatsächlich Hydrogel initiiert. Alors oui, on a procédé à ces injections d'hydrogel. Alors si on avait injecté autre chose, je ne sais pas quels auraient pu être les risques. Le fait que cet hydrogel ne soit pas stable, ce n'était certainement pas ce à quoi on s'attendait. Ça y est, on peut le dire. Et puis, on n'a pas vraiment pris de disposition non plus pour garantir que le système de drainage puisse continuer de fonctionner. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce tunnel est très ancien. Et le concept de drainage de ce tunnel n'était pas forcément tout à fait clair. Mais il faut
partie de l'idée en principe que la pression de l'eau dans nos montagnes, alors le niveau d'eau chez nous peut être très proche de la surface. Et donc, indépendamment de la quantité d'eau observée dans le tunnel, que ce soit pendant la construction ou l'exploitation, nos tunnels sont presque tous drainés. Et lorsqu'on procède à des injections, il faut donc toujours s'armer de prudence et bien comprendre l'ouvrage préexistant. Merci. Autre question. Ces pressions d'eau, est-ce qu'on les a mesurées et surveillées? Est-ce qu'on a constaté une hausse ou une diminution maintenant qu'on a procédé à ces percements? Des mesures ont été réalisées au piézomètre avant l'intervention déjà et on avait mesuré une pression d'eau assez faible. Je ne connais pas les détails. Du point de vue géologique, on a considéré que la nappe phréatique n'arrivait pas plus haut que le tunnel à cet endroit. Mais évidemment, l'incident que nous vous avons présenté a prouvé que ce n'était pas le cas, que c'était une erreur. Et puis de toute manière, il y a l'effet de drainage du tunnel. Aujourd'hui, on continue d'observer les pressions d'eau et on ne mesure plus de pression très importante. On n'en a en fait jamais mesuré de très importante. Évidemment que les mesures sont différentes à chaque point de la roche, mais on connaît assez bien les causes en tout cas de cet effondrement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que mesurer des pressions dans un sous-sol très peu perméable, c'est délicat. Si vous avez un packer qui ne tient pas parfaitement bien, cela aura déjà une influence sur la pression mesurée. Et puis j'ai une question très concrète. Est-ce que on a mesuré au piézomètre vers le bas ou vers le côté latéralement depuis le tunnel? Alors, vers le bas, non. Le sol, en tout cas, au niveau du concept, on considère toujours qu'il est drainé. Très bien, merci. Alors, nous avons tous vu quels peuvent être les dangers et nous avons vu cette vidéo. Eh bien, heureusement qu'il ne vous est rien arrivé. Pourrait-on imaginer une fermeture complète du tunnel? Est-ce qu'on pourrait dire ces tunnels ne sont pas sûrs et il faut fermer les deux galeries? Qu'est-ce qui serait envisageable? Eh bien oui, justement, c'est toute la problématique. Et c'est notre boulot. Merci beaucoup. Merci Francesco. Merci Francesco.